Ce jour-là, aux funérailles de ma mère, j'ai pleuré pendant 3 heures. Ma sœur Dienaba n'a pas versé une seule larme. Et j'ai mis 42 ans à comprendre que c'est elle qui avait raison. Dienaba se tenait droite, les yeux secs. Moi, effondré. Je pensais qu'elle était froide. Elle n'a jamais su aimer. J'avais tort. 2 jours après, elle est ressortie de la chambre de notre mère avec une vieille boîte tressée en raffia, fermée depuis des années. Elle me l'a tendue sans un mot. Avec dans les yeux la compassion de quelqu'un qui sait ce que tu vas ressentir dans 30 secondes. J'ai ouvert cette boîte, et j'ai compris que l'amour de ma mère ne m'avait jamais appartenu. Si tu as déjà été aimé pour ce que tu rappelles plutôt que pour ce que tu es, reste. Cette histoire te concerne. J'ai grandi à Yopougon-Selmer. La cour de ma mère sentait le savon de Marseille, le karité, et par soir de fête, le bain-joint brûlé sur les braises. Le quartier l'appelait Maman Fatoumata avec la déférence qu'on réserve aux femmes dont on respecte à la fois la bonté et le caractère. Moi, j'étais sa première. Sakadiatou. Le soir, sous la lampe, elle nattait mes cheveux pendant des heures. Ses doigts se déplaçaient avec une lenteur qui n'appartenait qu'à ces moments-là. Elle murmurait des bribes à mi-voix, des rires bas qui n'appartenaient qu'à nous deux. Dienaba était là. Elle était toujours là. Assise par terre, à l'autre bout de la pièce, les genoux remontés contre la poitrine, le dos contre le mur. Elle ne demandait rien, elle ne pleurait pas. Ce soir-là, tante Bintou était venue. Dienaba avait 12 ans. Elle portait sa robe du dimanche, celle à col blanc, et s'est arrêtée à l'entrée du salon. Elle souriait. Ce sourire d'un enfant qui attend qu'on le remarque. Attends. Parce que ce qui va se passer dans les 10 secondes qui suivent, j'y ai pensé pendant 42 ans. Tante Bintou s'est tournée vers ma mère. Elle ressemble de plus en plus à son père, non? Ma mère n'a pas répondu. Pas un sourire, pas un regard vers Dienaba. Ses doigts ont continué à démêler mes cheveux, même rythme, même pression, même geste. Comme si personne n'était entré dans la pièce. Le silence a duré 3 secondes, sans doute 4. Dienaba a baissé les yeux. Elle a fait demi-tour. Les pieds nus sur le sol froid. Elle est sortie comme quelqu'un qui sait déjà qu'il dérange. Et moi qui avais tout vu, j'ai regardé ailleurs. Pas par méchanceté. Par quelque chose de bien plus honteux. La lâcheté douce de quelqu'un qui ne veut pas sortir de la lumière. Cette nuit-là, dans notre chambre, Dienaba s'est couchée sur le ventre. Elle n'a jamais remis la robe à col blanc. Les années ont passé, on a grandi. Mais certaines choses ne passaient pas. Il y avait des fissures, pas des fractures. Des fissures, le genre qu'on ne voit qu'en mettant la lumière exactement au bon angle. La première, tante Bintou. Des années avant la mort de ma mère, j'avais glissé la question devant elle. Une phrase, presque anodine. Tu sais ce qu'il y a dans la boîte de maman? Tante Bintou avait eu ce mouvement, un léger resserrement des épaules, un regard posé délibérément ailleurs. Elle avait parlé du prix du riz à Adjamé, des enfants de sa voisine, de la pluie qui tardait cette année. Tout sauf la boîte. Quand quelqu'un change de sujet avec cette précision-là, ce n'est pas de la distraction, c'est une décision. J'avais rangé cette scène dans la partie de moi qui sait que certaines questions ont des réponses auxquelles on n'est pas encore prêt. La deuxième, la boîte. J'avais 8 ans. Elle était sous le lit de ma mère, contre le mur du fond, dans l'ombre. Vieille, tressée en raffia brun et rouge, fermée par un nœud de tissu wax bleu qui avait déteint sur le côté. Elle sentait le bois ancien et quelque chose d'autre, une odeur que mon corps avait reconnue comme importante, sans que je puisse lui donner un nom. Je m'étais baissée pour la toucher. Ma mère était entrée dans la pièce. Ne touche pas Sakadiatou. Pas comme on parle à une enfant curieuse, comme on parle à quelqu'un qui vient de poser la main sur une cicatrice qu'on croyait guérie. Cette voix basse, blanche, absolue, le genre de voix qui t'apprend que certaines frontières n'ont pas de panneau, mais qu'elles existent quand même. Je ne suis plus jamais retournée sous ce lit, mais j'avais su, ce soir-là, que cette boîte avait un poids qui n'était pas le sien. La troisième, mon rire, pas le rire poli. L'autre, celui qui venait du ventre, qui me prenait sans prévenir, me plissait les yeux, me coupait la respiration. Chaque fois que ce rire-là sortait de moi, ma mère s'arrêtait complètement. Elle me regardait, pas avec la joie simple d'une mère qui voit son enfant heureux, avec quelque chose de douloureux, quelque chose de presque avide. J'avais mis des années à trouver le bon mot pour ce regard-là. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la reconnaissance. Comme si, dans mon rire, elle reconnaissait quelqu'un que je n'étais pas, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. J'ai eu 28 ans en 1984. Mon mariage s'est tenu à l'hôtel Ivoire, il y avait 200 invités, un parfum de ylang ylang dans la salle climatisée, et je portais une robe blanche importée de Paris. Notre mère était rayonnante sur toutes les photos. Elle avait un sourire que je n'avais jamais vu avant ce jour-là, ouvert, sans retenue,
comme si quelque chose en elle avait enfin eu la permission d'exister. Le mariage de Dienaba l'année d'après s'est tenu dans une salle de quartier à Trècheville. Il y avait une quarantaine de personnes, et cette odeur de l'attiéké chaud et du poulet braisé sur les braises dehors. Notre mère y est venue. Elle a serré Dienaba dans ses bras brièvement, correctement et a souri pour les photos. Ce n'était pas le même sourire. J'ai vu la différence, je l'ai vu clairement, comme on voit une fissure dans un mur quand la lumière rasante du soir la révèle enfin. J'ai ressenti, pour la deuxième fois de ma vie, cette culpabilité sourde pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que ma simple existence mettait ma sœur dans l'ombre, encore, et que je n'avais pas les mots pour arrêter ça. Je me suis tournée vers ma mère, j'allais parler. Elle m'a regardé avant que j'ouvre la bouche. On regarde devant. Kadiatou, dit avec douceur, avec une certitude absolue. 4 mots posés comme une main sur une porte pour dire qu'elle n'avait pas à s'ouvrir. J'ai regardé devant. Attends. Parce que tu vas me demander et je me le suis demandé moi-même pendant des années. Comment on laisse faire ça? Comment on regarde sa sœur être mise de côté, encore, et on ne dit rien? Voilà la vérité. Quand quelqu'un te regarde comme ma mère me regardait avec ce mélange d'amour et de quelque chose que tu ne sais pas encore nommer, tu ne poses pas de questions, tu respires doucement, tu essaies de rester ce que tu es pour elle. Alors tu choisis le silence, parce que lui, au moins, ne laisse pas de traces visibles. Je m'étais appris à ne pas savoir durant des années. Et pendant 38 ans, j'avais cru que c'était de la sagesse. Ce n'était pas de la sagesse, c'était de la peur. La peur de découvrir que l'amour qu'on t'a donné, cet amour que tu avais pris, reçu, porté comme une certitude absolue n'était sans doute pas tout à fait le tien. Qu'il appartenait d'abord à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont je portais, sans le savoir encore, les yeux, le rire, et le visage. Je me souviens que j'ai défait le nœud de tissu wax très lentement. Mes mains tremblaient. À l'intérieur, des dizaines de lettres pliées en 4, jaunies, rongées au bord par le temps. L'écriture était serrée inclinée vers la droite, l'encre pâlie mais les mots étaient encore lisibles. Une photographie en noir et blanc. Et un petit carnet à couverture noire, fermé par un élastique craquelé. J'ai pris la photographie en premier. Un homme jeune, 22, 23 ans sans doute. Il regardait l'objectif en riant. Un rire si large qu'il lui plissait les yeux, lui remontait les joues, lui donnait l'air d'un homme que rien au monde ne pouvait arrêter. Et j'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Parce que je connaissais ce rire. Je le connaissais parce qu'il était le mien. Exactement le mien. Cette façon de plisser les yeux, ces joues qui remontent, c'était le rire que j'avais depuis l'enfance, que ma mère regardait avec cette expression impossible à nommer, que les gens du quartier commentaient parfois. Kadiatou, quand tu ris, on t'entend 3 rues plus loin. Mes mains ont lâché la photo. Je l'ai ramassée et je l'ai regardée encore. Puis j'ai lu la première lettre. Fatoumata, mon cœur. Je pense à toi depuis hier soir. Je pense également à notre enfant qui grandit en toi. Je reviendrai. Avant la saison des pluies, je serai là. Attends-moi. J'ai relu ces 2 mots 4 ou 5 fois, en espérant qu'ils changeraient de sens. Djibril. Fils de griot du côté de Bamako, étudiant en droit à Dakar rencontré à Adjamé lors d'une fête de fin d'année. Aimé avec la violence totale des premiers amours. Parti en promettant de revenir. Mort dans un accident de moto sur la route de Thiès à 24 ans. Ma mère était enceinte de moi. Les familles avaient arrangé rapidement un mariage, avec un homme bien, un homme stable, qui avait accepté de ne pas poser de questions. Et ma mère avait suivi parce qu'à cette époque, dans ces familles-là, on ne refusait pas. Sauf que ma mère n'avait pas fermé la porte sur Djibril. Elle l'avait mis dans une boîte en raffia, sous un lit, contre le mur du fond. Et elle m'avait regardé chaque jour depuis ma naissance. Ainsi dans mes yeux, dans mes joues, dans mon rire, elle voyait Djibril. L'homme mort qu'elle n'avait jamais eu le droit de pleurer. J'ai posé les lettres sur le lit. J'ai regardé Dienaba. Et j'ai compris, d'un seul coup. Dienaba avait le visage du père légal, l'homme arrangé, pas l'homme aimé. Chaque fois que notre mère regardait Dienaba, elle voyait la preuve que la vie avait continué sans Djibril. Nous étions toutes les 2 prisonnières. Dienaba, prisonnière d'une absence. Moi, prisonnière d'un fantôme. La nuit était tombée sur la chambre. Dehors, les dernières voix des femmes s'éloignaient. Les chaises qu'on replie, les pas sur le carrelage. La vie qui reprend son bruit ordinaire comme si rien ne s'était déplacé à l'intérieur de cette pièce. C'est Dienaba qui a parlé la première. Je n'ai pas pleuré aux funérailles parce que je ne savais pas pour qui pleurer. Je savais depuis longtemps que maman pleurait quelqu'un d'autre. Je ne savais juste pas qui. Sa voix était calme, pas amère, juste nette comme quelqu'un qui dit enfin à voix haute une chose portée seule trop longtemps. J'ai demandé, tu le savais depuis combien de temps? Depuis que j'ai 12 ans.
La robe à col blanc, les épaules qui se redressent, les yeux qui baissent vers le carrelage, les pieds nus sur le sol froid. J'avais tout vu et j'avais regardé ailleurs. Depuis 30 ans, Dienaba portait ça seule, sans se plaindre, sans réclamer, avec cette acceptation tranquille, épuisante, de quelqu'un qui a appris à ne pas attendre ce qui ne vient jamais. Je n'ai pas dit pardon. Cela n'aurait rien réparé. J'ai dit, je te vois Dienaba. Et c'est là qu'elle a pleuré. Ma sœur qui n'avait pas versé une larme depuis 2 jours ni aux funérailles, ni pendant les condoléances, ni pendant les longues heures de lecture des lettres, a pleuré dans le noir presque complet, avec les lettres de Djibril posées entre nous sur le lit comme un témoignage muet. Je n'ai pas cherché à la consoler et je n'ai pas parlé. J'ai pris sa main, elle était froide. Tante Bintou est entrée un peu plus tard. Elle s'est assise entre nous lentement, comme les vieilles femmes s'assoient quand elles portent quelque chose. Elle a regardé la boîte, puis elle a fermé les yeux très longtemps. Ta mère me l'avait dit une seule fois. Debout dans une cour de Trècheville, un soir de saison des pluies. Et puis elle a fermé les yeux, et elle n'en a plus jamais parlé. J'avais promis de me taire. Sans doute que je n'aurais pas dû garder le silence aussi longtemps. Dienaba a regardé la boîte. Elle non plus. Personne n'a répondu. Le soleil montait derrière les lattes du volet. Une lumière fine, horizontale, qui traversait la chambre et tombait sur la boîte raffia brun et rouge, le nœud de tissu wax bleu défait pour la première fois depuis des années. Dienaba a ramassé les lettres. Elle les a remises à l'intérieur, sans bruit. Puis elle a posé la boîte sur la table de nuit de leur mère. Pas sous le lit, mais sur la table à la lumière. Ce geste ne réparait rien. Il ne rendait pas à Dienaba les 30 ans de regard manqués. Il n'effaçait pas l'amour fantôme que notre mère m'avait donné. Mais il nommait ce qui n'avait jamais eu de nom. Et parfois, nommer suffit à commencer. Ce soir-là, j'ai plié la robe à col blanc et je l'ai glissée dans la boîte à la place de ma mère. La guérison commence par voir quelqu'un que personne ne regardait. Est-ce qu'il y a une Dienaba dans ta vie? Quelqu'un qui a toujours été là. Écris son prénom dans les commentaires. Juste son prénom. Les histoires qui te tiennent sont celles qui te ressemblent. La prochaine arrive dans quelques jours. Elle commence exactement comme celle-là, par quelque chose qu'on croyait avoir compris depuis longtemps. Si tu veux que les histoires qu'on n'a jamais eu le droit de raconter continuent à trouver un nom, tu sais déjà quoi faire. Dis-nous également de quel pays tu regardes cette vidéo.